Prisme, en attendant la diffusion des replays que vous pourrez retrouver sur le site du JT, quelques images du congrès. Avec le soutien de Remblax, l'application du remplacement médical. Avec le soutien de Voca, le secrétariat IA pour l'imagerie médicale. Prisme, un format inhabituel, hybride, pro et grand public. On voit les gens du grand public qui sortent derrière nous. Ça vous a plu de parler à la fois au pro et au grand public? Moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de préparer le même sujet avec des publics différents. Donc, il y a une partie de la présentation et des diapositives qui sont les mêmes et d'autres qui sont inventées spécialement pour le grand public. En particulier, le film qu'on a fait sur l'embolisation prostatique qu'on a pu diffuser là, qui intéresse moins les médecins, mais qui a été très bien accueilli par les patients et c'était vraiment une très belle expérience. Quel message il faut passer au grand public? Et pourquoi l'ARI est aussi peu connue du grand public? Le message principal qu'il faut passer au grand public, c'est que l'ARI peut les concerner. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une catégorie très rare de patientes qui peut être soignée et impactée par la radiologie interventionnelle. Elle touche tous les âges, la pédiatrie, les gens d'âge, on va dire, pour moi qui m'occupe principalement de pathologies féminines en âge de procréer, les patients qui sont âgés, et puis elle touche aussi quasiment tous les organes maintenant. L'autre élément qui est fondamental, c'est qu'il n'y a pas besoin forcément d'être un expert ou d'être conseillé par un médecin expert pour relever de l'activité de radiologie interventionnelle. Et on voit de plus en plus dans tous nos centres des patients qui viennent nous voir spontanément, et c'est pour ça qu'on remercie aussi tous ces événements qui permettent de diffuser au grand public, qui permettent aux patients de venir eux-mêmes dans les consultations de radiologie interventionnelle, pour des prostates chez M. Sapoval par exemple, pour des interventions mammaires, de fibromes, etc. pour nous, mais aussi plein d'autres indications, des infiltrations. Et donc ces éléments sont fondamentaux et permettent d'offrir, en tout cas en 2026 en France, une prise en charge et un soin qui est le plus optimal dans ce que la médecine peut proposer. Vous avez simplifié, mais finalement pas tant que ça, et les gens suivent et ils posent des questions. Alors oui, effectivement, c'est toujours difficile de savoir exactement qu'est-ce que les gens comprennent de ce qu'on dit. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont bien reçu les messages. Pourquoi je dis ça? Parce que les questions qu'on a eues pendant, et aussi les gens qui sont venus me trouver ou nous trouver les uns et les autres après, montrent qu'ils sont plein de questions, qui sont des questions qui sont des, entre guillemets, des bonnes questions. Des questions du patient, c'est toujours des bonnes questions. Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que vous êtes joignable? Et j'habite pas ici, est-ce que je peux venir voir un radiologue interventionnel? Toutes ces questions sont des questions centrales. Alors, vertébroplastie, il y a eu beaucoup de questions suite à votre intervention, et notamment, qu'est-ce qu'on fait et jusqu'à quel âge on peut intervenir? Est-ce que c'est une technique suffisamment connue en premier? Alors en fait, c'est pas une question d'âge finalement. Comme j'ai dit, la vertébroplastie elle peut être faite chez les patients jeunes lors des traumatismes, mais beaucoup dans l'ostéoporose. Et ce qu'il faut savoir, l'ostéoporose, c'est une maladie qui va surtout toucher malheureusement les femmes après la ménopause. C'est-à-dire que le squelette va être moins dense, il va y avoir une perte de la microarchitecture, donc des fractures qui sont plus fréquentes. Et l'objectif, c'est d'aller traiter ces fractures au moment de la fracture. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment d'âge. On peut faire des vertébroplasties jusqu'à un âge très avancé. On peut même faire ces techniques sous anesthésie locale, c'est-à-dire sans anesthésie. On va aller mettre notre aiguille dans la vertèbre afin de soulager le patient et d'éviter cette perte de hauteur. Et attention, comme je l'ai dit dans mon topo, nous, les radiologues, on va traiter la fracture au moment de la fracture, mais c'est une maladie qui touche tout le squelette et donc il faut bien faire le bilan ostéoporotique et être traité pour l'ostéoporose si besoin. Est-ce que c'est un exercice difficile de passer d'une intervention chez les professionnels, et ça vous avez l'habitude de parler à vos confrères, et grand public? Eh ben, c'est ce que j'ai dit quand j'ai fait mes présentations. Je suis beaucoup moins stressé d'aller parler à mes collègues médecins parce que j'ai l'habitude d'expliquer les traitements, les indications, les études avec un langage assez médical. Mais quand on doit parler à du grand public, c'est toujours compliqué de trouver le bon curseur afin de vraiment expliquer, de défendre la technique sans rentrer dans les choses trop compliquées et de faire perdre le fil au public. Et pourtant, c'est important de la défendre si on veut faire la promo de l'ARI. Effectivement, c'est très important de la défendre et comme vous avez posé la question avant ma présentation, vous avez demandé qui connaissait la vertébroplastie. Et finalement, il y avait, je pense, moins de 10% de la salle qui connaissait la vertébroplastie, qui est une intervention que nous pratiquons tous les jours. Et
le grand public connaît totalement la prothèse de hanche. Monsieur l'a dit, il a une prothèse d'épaule, il connaît les prothèses d'épaule, le métal, il me parle même d'ostéo-intégration, alors que personne ne connaît la vertébroplastie. C'est pour ça que je souhaite vous remercier, parce que grâce à des journées comme ça, on peut faire connaître au grand public ces techniques qui sont parfois un petit peu méconnues. Comme l'avait mimé Nicolas Stakov dans son intervention, vous avez mimé vos problèmes de vertèbres et la question que vous nous posiez, c'est jusqu'à quel moment on peut intervenir? C'est ça qui vous préoccupe? Oui, alors bon, il y a le problème de l'âge. J'en ai malheureusement dépassé 80, 83 exactement. Bon, je me sens très bien, mis à part une épaule en métal, mais sans ça, bon, allez, j'ai l'impression d'avoir 40 ou 50 ans. Mais là, cette épaule, l'ostéo-intégration, c'est pas fait. Je connais bien les problèmes d'ostéo-intégration et ça me gêne. Sébastien Prisme vient de se clôturer. Le but, c'était de parler de l'ARI au sens large, mais il fallait mettre un focus sur l'ARI en libéral. C'est possible et il faut que ça se développe. Exactement, le but c'est que l'ARI libérale ce soit le pendant de l'ARI hospitalière. Il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup de techniques nouvelles qui arrivent à l'hôpital, mais il ne faut pas que ça reste cloisonné uniquement à l'intérieur des services hospitaliers. Et le groupement Vidi, par mon intermédiaire et d'autres, essaie de déployer toutes ces techniques pour qu'elles soient au plus près des patients dans nos centres de radiologie libéraux qui conservent une excellente activité et qui peuvent développer ce genre de propositions. Instinctivement, on se dit que c'est un investissement très lourd, qu'il faut plusieurs salles de bloc. Comment on fait pour être rentable dans ce cas-là en libéral? Déjà, est-ce que c'est possible d'être rentable en libéral? Alors oui, c'est possible d'être rentable en libéral, il faut travailler sur les modèles économiques. Il y a des interventions sur lesquelles on sait qu'on va être moins bien rémunéré. Il faut les équilibrer avec d'autres interventions pour arriver à avoir un modèle économique qui soit stable dans le temps. Donc l'idée, c'est de mutualiser des procédures qui sont moins avantageuses sur la rémunération avec d'autres qui le sont un peu plus et arriver à construire un modèle qui soit équilibré au final. Comment on imagine le futur en libéral avec un contexte économique de plus en plus tendu et en même temps des remboursements qui peinent parfois à arriver? Ce futur, il est quand même positif parce qu'on a énormément de nouvelles techniques qui se développent. Il y a énormément de nouvelles techniques de radiologie interventionnelle autour de la pathologie fonctionnelle, autour de la douleur. Donc il y a un élargissement des indications qui est très très important. L'autre point positif, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes médecins qui ont une grande appétence pour la radiologie interventionnelle. Donc il y a une manne de jeunes médecins qui vont vouloir arriver et développer ces techniques. Donc nous, notre rôle, c'est de leur créer des environnements qui soient suffisants, sécurisés, pour qu'ils puissent exercer toutes ces nouvelles activités qui vont arriver plus tard. Donc là, l'ARI en libéral, ça a quand même un bel avenir. Elle a un bel avenir, il y a encore surtout beaucoup de choses à construire, mais on est persuadé du développement de cette activité. Jean-Pierre, on vient de clôturer Prisme, on a parlé de radiologie interventionnelle toute la journée, mais il fallait faire un focus sur la neuroradio interventionnelle. Alors, sur la neuroradio interventionnelle, on a eu la chance dans la conférence grand public de voir des patients qui étaient très intéressés, notamment dans l'AVC. Il faudrait que ça aille plus vite et mieux. Bon, on essaie de faire tout ce qu'on peut, mais c'est vrai qu'il y a une volonté d'augmenter encore les centres de neuroradiologie interventionnelle. Dans les CHU, c'est fait maintenant. Les centres hospitaliers vont avoir leur centre A. On vient de faire une réunion à La Rochelle, on s'est tous réunis pour essayer de bien soutenir les centres, la vingtaine de centres qui sont ouverts, et essayer de trouver les endroits où on pourrait encore ouvrir. Donc ça, c'est une énergie de tous, bien au-delà des neuroradiologues, les institutionnels, tous les urgentistes, les neurologues, les réanimateurs, anesthésistes réanimateurs et les manipulateurs. Donc on est vraiment soutenus. Donc je pense qu'on va aller de l'avant. Ce que j'aime aussi dans la neuroradio interventionnelle, c'est les nouveautés. Donc on a vu les sous-duraux, embolisation des sous-duraux, c'est incroyable. On commence à rendre un service à ces patients âgés qui ont ces sous-duraux grâce à l'embolisation de l'artère ménagère moyenne, mais aussi la continuité des travaux de recherche. Et la France est à l'honneur en recherche, c'est des pionniers. Ils sont en priorité, c'est notre génie qui est vraiment formidable avec la SFNR, les jeunes en neuroradio interventionnelle qui présentent des études multicentriques qui ont une puissance statistique importante et qui permettent de faire rayonner la France à l'international. Et ça, c'est vraiment aussi très important. Et nos patients ont été très rassurés par cela. Ils rentrent dans les protocoles de recherche et ça les intéresse beaucoup de pouvoir nous aider et de faire avancer la science. La séance de clôture, c'était une présentation que vous avez faite avec Claire Boutet sur le futur de l'ARI et donc de la NRI. Une des conclusions qui se dégage, c'est que globalement, il nous faut plus d'internes, il nous faut plus de radiologues, il nous faut plus d'anesthésistes. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la radiologie diagnostique a vraiment attiré beaucoup de jeunes et elle est vraiment en forme, quoi, ça marche.
Au niveau de l'interventionnel, les solutions qui sont validées maintenant, les grandes interventions dans l'ensemble des surspécialités, donc tous les appareils du corps humain, en fait, toutes les maladies en bénéficient. Et c'est pour ça qu'il y a un plan du Collège des enseignants de radiologie de France pour avoir plus d'internes et justement montrer que ces internes ont la possibilité d'avoir une bonne formation. C'est l'option ERIA, avec un cursus de formation pendant 2 ans, après les 4 premières années d'internat. Et ces 2 années sont extrêmement bien organisées, avec des modules adaptés qui permettent de former des radiologues interventionnels de qualité dans les différents domaines. On est tous ensemble, mais il faut qu'on soit vraiment très fort dans le domaine de la radio cardiovasculaire, de l'onco-interventionnel, par exemple, de l'ostorticulaire interventionnel de haut niveau, comme la vertébroblastie, on en a parlé beaucoup, mais aussi la neuroradio interventionnelle. Et ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant. J'ai été très intéressé aussi par un des jeunes interventionnels qui a montré le traitement de la douleur. Les patients étaient très intéressés par cela, le grand public ce matin. Et donc ça, c'est aussi montrer que c'est une école de radiologie interventionnelle complète, tous ensemble, dans chaque région. Et pas de dispersion. On se forme ensemble. Il y a je répète, l'importance de l'école interventionnelle, du Collège d'enseignants de radiologie pour former des radiologues de grande qualité pour nos patients. Beaucoup de combats à mener. Ce que je vous propose, c'est on fait le point l'an prochain pour Prisme. Alors là, on sera toujours en rendez-vous et merci au JT de la radiologie pour son aide et son soutien et de diffuser ces nouveautés régulièrement. Merci. Avec grand plaisir. Avec le soutien de Remplax, l'application du remplacement médical. Avec le soutien de VOCA, le secrétariat IA pour l'imagerie médicale.